Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 10 mai 2022 et c'est l'épisode 275. Alors bon, la Google I.O. a lieu dans quelques jours, alors on va en profiter un petit peu pour spéculer un petit peu sur ce qui pourrait arriver à cette conférence annuelle de Google. On va parler aussi un petit peu de premières tentatives de Google dans le monde du Web 3. On va vous expliquer de quoi il retourne. On va vous donner évidemment quelques petites news fraîches de ce monde merveilleux avec notamment quelques actus autour des NFT. On a évidemment des retours de petites sections de type Elon Musk rachète Twitter. On va bien s'amuser, pas de gros sujets phares, mais plein de petits sujets assez cool à traiter. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et pour parler de tous ces chouettes sujets, je retrouve le rédacteur en chef de Frandroid, le site d'ActuTech, Manu Castejon. Salut Manu, comment vas-tu ? Ça va très bien, salut tout le monde et salut Guillaume. Et toi, comment tu vas ? Écoute, ça va très bien, je me sens perdu maintenant. Guillaume Poggiaspala n'est pas là, donc tu vois, heureusement que t'es là pour me consoler. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va devoir dire du bien d'Apple, je vais m'en charger en tout cas. Je vais m'en charger. On aura un petit mot parce que c'est la fin de l'iPod, là, on l'a appris un petit peu aujourd'hui, ça a été officialisé. On va en toucher quelques mots. Juste avant de parler de tout ça, je voulais vous rappeler que tous les épisodes du podcast sont accessibles gratuitement. Il n'y a pas d'épisode qui est réservé à des personnes qui paieraient de l'argent, etc. Tech Café, c'est disponible pour tous. Mais par contre, vous pouvez très bien choisir de soutenir Tech Café sur Patreon en participant à la hauteur du prix d'une bière chaque mois. Je donne la bière comme référence parce que j'habite en Picardie et qu'ici on boit beaucoup de bière forcément. Pour nous rémunérer un petit peu dans notre boulot. Alors il suffit de vous créer un compte en allant sur l'adresse patreon.com/techcafé. Peut-être même que vous avez déjà un compte parce que vous écoutez déjà des podcasteurs que vous soutenez ou vous soutenez d'autres créateurs de contenu, pas forcément podcasteurs d'ailleurs. Si vous avez un compte Patreon, franchement, vous avez plus d'excuses. Patreon.com/techcafé. Et puis d'ailleurs, là pour le coup, vous profiterez même d'un flux du podcast sans la pub. Franchement, tout est réuni pour que vous puissiez vous jeter sur l'occasion. Merci en tout cas infiniment, en particulier à Lotze, à Julien Delrieux, à Pierre Neuville et à Pierre Rabier qui ont choisi de soutenir Tech Café. Et puis merci en particulier à Ricardo. Ricardo, il est allé sur Apple Podcast et il a déposé un avis en disant, alors Guillaume et Guillaume, donc bon, petit hommage à celui qui manque, 2 fois meilleur, un podcast fort sympathique et très pointu dans le domaine, je recommande vivement. Merci beaucoup Ricardo d'avoir pris le temps de mettre cette petite bafouille assez positive. Vous aussi, si vous laissez un avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, de toute façon on les lit tous et il y a de bonnes chances qu'on les relaie dans les épisodes à venir. Manu, est-ce que tu as eu par le passé un iPod ou avec quoi tu écoutais la musique il y a de ça 10, 15 ans? Est-ce que ça a toujours été avec un smartphone? Alors, moi je suis très très old school, parce que je suis passé vraiment du lecteur CD que je trimballais toujours à ma ceinture. Non. Si, quand j'étais au lycée, j'avais toujours mon lecteur CD à la ceinture pendant très longtemps. Puis je suis passé au petit lecteur MP3, comme pas mal de monde. Et je suis très rapidement passé au téléphone après. Écoute, c'est marrant parce que je pensais pas. Moi, j'ai connu effectivement le lecteur de CD. Il est arrivé. J'étais jeune, mais ça remonte à longtemps maintenant. À l'époque, je me rappelle, il fallait des lecteurs CD portables qui permettaient de ne pas faire sauter la musique quand tu bougeais avec. Il y avait des calculs là-dessus. C'est assez intéressant. Mais en tout cas, il y a évidemment, vous le savez, l'iPod qui est arrivé. Alors non, on fait pas une rétrospective intégrale. On va pas se prendre la tête avec ça, mais quand même, on est le 10 mai 2022 et Apple a annoncé la mort de l'iPod. Alors la mort, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait ils n'en produiront plus. Alors ça fait déjà un petit moment qu'ils en produisaient plus forcément, mais en tout cas il y en avait en stock, il y en avait en vente, et vous pouvez encore au moment où on enregistre cet épisode en acheter. Alors j'imagine forcément. C'est pas si vieux que ça finalement, parce que le dernier iPod Touch, il date de 2019. Alors ouais, c'est vrai que c'est pas si vieux que ça à l'échelle. Enfin bon, ça reste 3 ans à l'échelle de la tech, c'est tout à fait relatif. Mais t'as raison, c'est pas il y a si longtemps que ça. Par contre, je regardais, ça restait une puce A10 sur l'iPod Touch, qui est quand même une puce qui a maintenant quelques années. Je vois pas objectivement comment on pouvait conseiller aujourd'hui d'acheter un appareil qui avait un processeur qui était aussi vieux que ça, parce qu'en matière de mise à jour, je pense vraiment que c'était plus destiné à un avenir très radieux. En tout cas, c'était prévu pour octobre 2022 d'avoir les 20 ans de l'iPod.
Ils ont pas attendu octobre, et heureusement quelque part peut-être, pour ne pas renouveler la gamme, pour pas annoncer de nouveaux produits. Faut dire franchement, c'est vraiment un truc du passé. On parlait de ça, Manu, avec nos souvenirs de quand on était beaucoup plus jeune. Mais honnêtement, aujourd'hui, je sais pas s'il y a encore beaucoup d'utilisateurs qui utilisent des appareils dédiés à la musique en mobilité. Tout le monde utilise son smartphone maintenant, non ? Alors ça dépend parce que effectivement la plus grande majorité des gens utilisent le smartphone. Par contre, ça va être des baladeurs audiophiles qui vont être utilisés avec des gros espaces de stockage pour pouvoir stocker des fichiers sans déperdition ou en tout cas avec le minimum et couplés avec des casques filaires généralement, pas des casques Bluetooth, même s'il y en a qui utilisent des casques Bluetooth quand même dessus, ce qui n'a un petit peu aucun sens avec ce genre d'appareil, mais bref, pourquoi pas. Et donc c'est surtout cette catégorie de personnes-là qui vont encore avoir un appareil dédié. Sauf que Apple s'est quand même transformé en firme grand public maintenant et vise un public très large. Et d'ailleurs, l'iPod était déjà à l'époque un produit qui était là pour démocratiser le iTunes et la vente de musique. Donc ça paraît assez cohérent. J'ai essayé c'est vrai que t'as raison, c'est important de le rappeler, d'avoir ces typologies d'usage-là bien spécifiques pour les audiophiles. Et les mélomanes, les plus mélomanes d'entre vous. Moi, je me rappelle que j'avais eu d'ailleurs, j'avais pas eu le vrai iPod quand il était arrivé. J'avais eu des concurrents d'une marque française. Je me rappelle plus la marque exactement, qui avait d'ailleurs une durée de vie qui était très 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 critiquable parce qu'en fait, t'achetais le produit au bout d'1 an. Franchement, le truc lâchait. À croire qu'il y avait de l'obsolescence programmée à l'époque. Mais bon, j'ai connu en tout cas cette époque. Ça me fait un petit pincement au cœur de voir qu'il y aura plus d'iPod. Et en même temps, c'est oui, Arcos, merci de te souvenir de la marque pour moi, absolument, Arcos. Et oui, parce qu'en fait, ils étaient là avant Apple, même sur le marché. C'était des pionniers vraiment dans les baladeurs MP3, MP4, et ils faisaient vraiment des trucs super. Et d'ailleurs, quand l'iPod est arrivé, il y a effectivement tous les détracteurs d'Apple qui étaient là en disant oui, mais ils ont rien inventé, parce qu'Arcos était là avant. Après, ce qu'on oublie un peu vite, c'est que Apple n'a pas inventé le format, effectivement. Ils n'ont pas inventé le baladeur MP3, MP4, mais ils l'ont popularisé. Ils ont inventé la petite, enfin inventé. Non, ils ont remis au goût du jour aussi la molette de sélection qui rend quand même la navigation beaucoup plus facile. Et ils ont tout fait pour que ce soit vraiment l'appareil le plus mainstream possible, alors que les baladeurs Arcos c'était vraiment pour les gros geeks à l'époque. Ils ont réussi, je pense, à populariser le produit de toute façon. Enfin bon, c'est même plus forcément à discuter. Je regardais Arcos là pendant qu'on en parlait, ça existe toujours comme marque en plus. Enfin, ça a pas disparu du tout. Je vois des smartphones comme ça qui ont l'air d'être des smartphones qui sont prévus pour les personnes sur les chantiers, tu vois, dans des conditions de travail difficiles, 5G, etc. Faudra que je me penche sur la marque, ne serait-ce que par culture personnelle. C'est pas fifou. Bon, dommage, mais bon, ça existe toujours. Bon, on va mettre de côté Apple, ça c'était un petit peu la mention du jour, l'actualité chaude. Moi, je voulais qu'on revienne un petit peu, et je voulais en profiter avec toi, Manu, parce qu'on n'avait pas, encore une fois, de sujet particulièrement fort. On a plein de choses dont on va vous parler dans l'actu croustillante, mais on n'avait pas un gros morceau qui méritait qu'on s'attarde particulièrement dessus. Par contre, c'est dans quelques jours qu'a lieu la Google I.O. et du coup, alors c'est la conférence annuelle pour, on va dire, les développeurs du monde de Google, donc notamment pour Android, mais tous les produits qui gravitent dans les écosystèmes Google. On sait aussi que tous les ans, il y a des incursions pour nous donner quelques informations complémentaires qui sont pas forcément destinées qu'aux développeurs, mais aussi à nous, grand public, à nous, consommateurs amoureux de ces produits. Et du coup, j'ai essayé un petit peu de faire le tour des différentes rumeurs, des différentes prévisions qu'il pouvait y avoir autour des annonces de cette Google I.O. Et du coup, je m'étais dit que ça serait intéressant qu'on joue un petit peu, toi et moi, au jeu de ce qui pourrait arriver, parce que moi, je sèche très très vite, que ce soit en matière de propositions sur les systèmes d'exploitation, sur les appareils. Je crois savoir que le Pixel 6a, qui est comme tous les pixels maintenant assez attendu, n'arrivera pas avant la fin de l'année, je crois. On a la Pixel Watch, mais c'est pas garanti non plus qu'elle soit annoncée. On a les versions d'Android qui maintenant ne déplacent pas des torrents d'intérêt. Oui, c'est des itérations qui sont cool, mais pas de grands changements. Je sais pas, j'imagine que de ton côté, t'es très à l'affût sur ce qui peut arriver dans le cadre de ton métier, dans le cadre de cette Google I.O. Est-ce qu'il y a des choses que t'attends particulièrement, toi ?
C'est assez difficile à dire parce que c'est vrai que sur la Google I.O. C'est beaucoup de logiciels en fait plus que plus que du matériel. Alors effectivement il y a la Pixel Watch, c'est surtout elle qu'on va attendre à la fin d'année. Alors c'est un peu complexe parce que il y en a qui disent qu'elle serait annoncée demain, si tu publies, en tout cas le 11 mai. C'est la cérémonie d'ouverture où on devrait avoir potentiellement une annonce de la Pixel Watch, mais qui ne serait mise en vente que en fin d'année avec les pixels, donc en octobre. Pour le Pixel 6a, c'est une autre problématique qu'on a puisque il devrait bien sortir. Enfin, moi, aux dernières nouvelles que j'avais entendues, en tout cas, il devrait bien sortir prochainement. Donc potentiellement, on pourrait le voir demain. Ok. Mais la grosse question qui se pose, c'est est-ce que il pourrait être lancé en France, puisque on se souvient que l'année dernière, Google n'avait pas lancé le Pixel 5a en France pour diverses raisons, notamment le fait que le marché n'était pas intéressant pour eux. Maintenant, il y a plusieurs choses qui ont changé, notamment le fait qu'on n'ait plus besoin de mettre des écouteurs dans les boîtes de smartphones. Et donc du coup, ils ne sont plus obligés d'avoir une ligne de production uniquement pour la France, donc ils peuvent avoir des stocks qui vont et viennent entre dans toute l'Europe notamment. Donc c'est plus simple de mémoire. Le Pixel 5a était sorti en Allemagne, si je dis pas de bêtises. Donc à partir du moment où c'est en Allemagne, pourquoi pas le sortir en France? À voir. C'est marrant, ça reste quand même des freins, je trouve, à l'adoption pour le grand public. Alors, probablement que c'est pas d'ailleurs leur vocation à Google de répandre le Pixel comme étant, j'en sais rien, un concurrent de l'iPhone ou des Samsung Galaxy. Quoique, enfin bon, si, de facto, c'est des concurrents, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont probablement pas l'ambition de les répandre dans les mêmes proportions. En tout cas, ça en donne pas l'impression, parce qu'encore une fois, il y a toujours cette espèce d'effet un peu curieux sur les annonces, où on se demande s'il sera dispo dans certains pays. On est en 2022, on est en France, et on se demande encore si une nouvelle itération du smartphone de Google va arriver, ou en tout cas va arriver prochainement. Donc c'est toujours un peu déroutant, je trouve. Je suis assez d'accord, mais toute la partie marketing chez Google est assez floue sur le hardware et c'est vrai que depuis qu'ils sont passés des Nexus au Pixel, en fait, on a eu l'impression qu'ils savaient pas exactement ce qu'ils voulaient faire avec les pixels, et d'ailleurs ça s'est vu en fait sur le fait que chaque génération était totalement différente de la précédente. Et là a priori on devrait avoir en fin d'année des Pixel 7 qui seraient très proches des Pixel 6, ce qui laisse penser que Google se serait peut-être un peu posé et chercherait justement à gagner en maturité sur le hardware et à devenir un véritable concurrent sur cette partie-là. Eh ben écoute, tant mieux. En tout cas, ils font la démonstration que les pixels sont des smartphones qui font des prestations photographiques de dingue. C'est un élément hyper important dans le domaine du smartphone. Et là-dessus, en tout cas, je pense qu'ils achèvent de convaincre les utilisateurs que les produits Android peuvent être hyper convaincants sur la photo si jamais ils restent encore des sceptiques face à l'iPhone. Parce qu'évidemment, il y a aussi les Samsung qui font des très très belles photos, notamment les derniers fleurons. Et puis, il y a d'autres marques aussi chinoises, mais... Bon, en tout cas, la distribution des pixels laisse encore un peu à désirer, mais bon. Peut-être aussi des petites surprises. Oui. Oui, d'ailleurs, la Google I.O. ça peut être un endroit où Google annonce des nouveautés au niveau de la photo. On se souviendra qu'il y a quelques années, ils avaient annoncé, par exemple, leur gomme magique qui est arrivée cette année l'année dernière sur les Pixel 6, qui permettent, grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, en 2 clics, de supprimer des éléments complets d'une photo. Et maintenant, en fait, c'est dans Google Photos, je suis même pas sûr que ce soit limité au Pixel 6. Je crois qu'ils l'ont déployé entre-temps sur d'autres téléphones. Quoique non, c'est peut-être uniquement lié au Google Tensor, la puce du Pixel 6. Bref, j'ai un doute. Toujours est-il que en 3 clics aujourd'hui, tu peux supprimer des personnes qui sont sur ta photo. Tu peux supprimer un grillage, par exemple, si tu as pris une photo à travers un grillage, tu peux supprimer le grillage complet et il va reconstituer l'image comme si tu étais de l'autre côté du grillage. C'est assez fou. Il se passe des choses de dingue dans la photo quand même. Hein. Ouais. Et donc moi c'est plutôt ce genre de petites features que j'attends demain pendant la conférence, toutes ces parties logicielles parce que Google a pris l'habitude quand même de nous en foutre plein la gueule à chaque fois sur les Google I.O. Alors on n'est pas au niveau de la Google I.O. C'était 2013 2014 quand ils avaient annoncé les Google Glass.
Oui. Je sais pas si tu te souviens de celle-là, mais où ça commençait en fait dans un avion et c'était filmé avec parachute. Des personnes qui sautaient en parachute avec leur Google Glass, qui arrivaient sur le toit du building, qui descendaient en rappel, qui montaient sur un BMX, qui faisaient le tour du building en BMX et qui rentraient dans la salle et sur la scène en BMX, le tout filmé avec les Google Glass. C'était assez impressionnant. Mais depuis, ils ont fait quand même pas mal d'autres annonces un peu sympas. J'ai perdu ce que j'avais en tête. Je me souvenais notamment des annonces qui tournaient autour des assistants, de l'assistant Google qui décrochait pour toi des appels téléphoniques. C'était hallucinant, mais enfin, on l'a jamais vu arriver en France, si je dis pas de bêtises. Hein. Alors, on l'a jamais vu arriver en France. Il me semble que c'est disponible aux États-Unis. Et il y a quand même tout un système sur les pixels de traduction textuelle, en tout cas des conversations qui permettent de facilement gérer ses appels sans même avoir décroché. Ouais, ça c'est vrai que c'est top. À l'heure où les appels, ça représente, je sais pas dans ton cas, mais 80% des cas des appels que je reçois, c'est des propositions de formation avec des arnaques au CPF ou des trucs d'optimisation fiscale. Je serais ravi d'avoir Google qui répond à ma place là-dessus. Bon, écoute. J'avoue. Réponse la semaine prochaine, dans quelques jours, sur la Google I.O. En attendant, on a, alors au passage très très rapidement, mais juste pour le mentionner, il y a une étape de plus qui a été franchie sur la distribution des applications sur le Play Store en Russie. Donc ça suit un petit peu les annonces qui avaient déjà été faites en mars, mais grosso modo aujourd'hui Google bloque le téléchargement des applications payantes et les mises à jour d'ailleurs des applications payantes en Russie. Enfin en tout cas ils les ont annoncé, ça va commencer à partir du 5 mai. Donc voilà, ça c'est une étape de plus qui montre que les trains de sanctions continuent par rapport au climat de la guerre en Ukraine. D'ailleurs au passage ils sont aussi l'objet en Russie de nouvelles sanctions. Alors c'est pas directement lié à Google, mais je voulais le mentionner parce qu'il y a peut-être pas lieu de s'étaler plus que ça, mais au passage parmi les nouveaux trains de sanctions, il y a eu de la part du Royaume-Uni des dispositions complémentaires qui bloquent en gros les interactions avec les entreprises russes et les entreprises du Royaume-Uni. Évidemment, dedans il y a ARM, vous savez, qui n'a pas été racheté au final par Nvidia et qui distribue les architectures des processeurs qui sont largement utilisés dans l'industrie. Et il y a plusieurs sociétés russes qui sont pas forcément des représentants des fleurons des dernières générations des processeurs qu'on a aujourd'hui dans le commerce, mais qui sont quand même des processeurs russes, produits 100% en Russie, avec des générations un peu plus anciennes. Aujourd'hui, on est entre 16 et 28 nanomètres pour vous donner un aperçu en termes de finesse de gravure. Et les entreprises russes, en l'occurrence, vont plus pouvoir bosser avec ARM sur les nouveaux produits, sur l'architecture ARM. Donc voilà, ça c'est un indicateur en plus. On vous en donne à chaque fois. J'ai l'impression que chaque épisode de Tech Café, c'est un élément en plus qui montre à quel point la Russie commence à s'écarter des usages internationaux dans la tech. Et par contre, il y a un élément qui était intéressant à relever. Et moi, je serais très curieux d'avoir un petit peu ton retour là-dessus, Manu, parce que je pense que toucher un petit peu du doigt ce qu'ils veulent proposer sans pour autant pouvoir pleinement l'appréhender. Mais chez Google, et en tout cas la division cloud de Google, a été annoncé le fait qu'ils investissaient le Web3. Alors, ils l'ont pas annoncé comme ça et ils vont pas lancer une crypto-monnaie, ils vont pas lancer des NFT de Google, quoique, il y aurait peut-être des choses à penser là-dessus. Je trouverais pas ça plus débile qu'il y ait des NFT, tu sais, des doodles de Google, les petits dessins, plutôt que je vois des NFT. J'ai vu aujourd'hui le combi Volkswagen qui sort en NFT, enfin les designs de... Bon bref. Mais en tout cas, ils ont annoncé par la voix de Amit Zaveri, qui est le dirigeant de Google Cloud, le fait qu'ils allaient bosser sur le sujet, qu'ils créent une équipe dédiée pour donner des outils pour les développeurs pour bosser sur la blockchain, pour pouvoir bosser sur les sujets liés aux crypto-monnaies, évidemment aux NFT. J'imagine que c'est quelque part une proposition de la part de Google pour apporter des solutions pour interfacer les produits et la blockchain. On sait aujourd'hui qu'il y a plein d'interfaces tampons qui sont proposées dans le cadre notamment de NFT, de jeux basés sur la blockchain, où en gros on va pas aller taper directement dans la blockchain, notamment dans Ethereum, mais aller passer par une blockchain secondaire. J'imagine aussi que c'est aider les développeurs à appréhender ces types de mouvements et peut-être quelque part arriver à proposer aux développeurs la même facilité d'usage sur le cloud, de développer des solutions autour du Web 3, pour reprendre la terminologie qui va bien.
Moi, je trouve ça assez cool qu'ils continuent à bosser sur le sujet, malgré tout le scepticisme qu'on peut avoir, enfin que je peux avoir en tout cas sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a forcément des choses à explorer, et c'est chouette que Google explore aussi ce sujet. Je sais pas si ça t'inspire toi dans cette démarche, toi Manu, ce qu'ils annoncent. Mais... Alors pas vraiment, parce qu'en plus je vais être 100% honnête, j'ai lu l'article et j'ai pas compris réellement ce qu'il proposait. C'est dur, hein. Moi, j'ai lu plusieurs articles pour essayer de comprendre un petit peu de quoi ça retourne, et bah tout ça reste assez flou hein, finalement, mais par exemple c'est comme beaucoup de sociétés qui se lancent dans le Web 3 et dans le métavers et tout ça. Ouais, malheureusement ça reste, mais on sent que là il y a une initiative qui vise à dire voilà, il y a plein de solutions qui sont proposées aujourd'hui sur la blockchain, nous on veut vous aider à mieux les appréhender et à mieux pouvoir développer des choses dessus. Bon, pourquoi pas, ça reste encore peut-être un peu flou quoi. J'ai essayé aussi creuser pas mal d'articles sur le sujet, mais difficile d'y voir plus clair. Sans doute qu'on reviendra dessus quand on verra des choses concrètes de leur part. Alors après, justement, ça aurait été étonnant de toute façon de ne pas les voir se lancer sur le sujet, sur le domaine, parce que c'est vrai que Amazon et Facebook se sont déjà lancés, donc il faut qu'ils y soient eux aussi, parce que et Microsoft aussi. Il faut qu'ils y soient, parce que sinon ils risquent d'être rapidement largués sur un sujet qui potentiellement est l'avenir, et même il y a de très fortes chances d'être l'avenir de ces 10 prochaines années. Bah, ce serait probablement effectivement une erreur de pas bosser sur le sujet, mais quoique, je remarquais justement dans le cadre de mes petites recherches qu'a priori il y a déjà eu des services du même type, c'est compliqué à dire parce qu'encore une fois on sait pas exactement de quoi il retourne, mais il y a eu des initiatives de la part d'autres boîtes autour du cloud, notamment Alibaba, il y a eu Amazon ou même Microsoft qui ont proposé des choses avec des services autour de la blockchain, et a priori l'an dernier ils ont quand même jeté l'éponge quoi. Donc c'est intéressant de voir que Google finalement le fait quelque part à contre-temps, peut-être qu'ils ont cerné quelque chose que les autres n'ont pas cerné et qu'ils veulent pas manquer ce virage. Vous le savez, hein, la train de l'hype, c'est au début tout le monde s'emballe et puis petit à petit les choses se tassent pour après avoir une forme de maturité sur les usages et sur les technologies. Bon, on verra ce que ça donne. Vivement la maturité. Vivement la maturité, on se réjouit. Alors justement, on va aller faire un petit tour du côté de quelques news autour du Web3 justement pour essayer de cerner un petit peu cette maturité. En parlant de hype qui se fan. En parlant de hype qui se fan, on a justement la tendance autour des NFT qui est actuellement relayée par pas mal d'articles de presse et par pas mal de journaux comme étant des avis de décès. Hein. Je pense que clairement la manière dont c'est relayé, c'est systématiquement tout s'essouffle dans le domaine du NFT. Et effectivement, je reprenais un article de tes collègues Manu de chez Numérama qui liste pas mal les données du problème. Il y a finalement la chute, mais ça on l'a déjà relayé dans Tech Café, du prix d'un certain nombre de NFT, notamment le premier tweet hein, de Twitter qui a été mis en vente sur NFT pour 2 millions de dollars, qui vaut aujourd'hui plus que 24 600 $, ma pauvre dame. Tu peux même pas... Bon, non, j'ai pas envie de faire de comparaison, c'est déjà beaucoup trop cher, mais par rapport à 2 millions de dollars, c'est ridicule. Les ventes de NFT ont sur le volume vachement baissé, donc aujourd'hui on dénombre à peu près 19 000 NFT qui se vendraient par jour. On pourrait dire que c'est beaucoup, mais en novembre dernier, ils s'en vendaient 225 000 par jour. C'était probablement trop. Qu'est-ce qui est en changement aussi? On a les détenteurs, les wallets, les portefeuilles qui sont actifs pour les NFT, qui ne sont plus que 14 000. Ils étaient 119 000 en novembre. Bon, bref, en gros, quand on voit tous les chiffres, on se rend compte à quel point il y a au moins, au pire, un désintérêt, au mieux, quelque chose de plus mature qui se passe et peut-être moins d'emballement. Et en fait, ce qui est assez intéressant, et j'ai quand même du mal à aller, pour tout te dire, Manu, de toi à moi, jusqu'au bout de la conviction de l'article de Numérama, c'est que malgré tout, ils disent ouais, mais c'est un marché qui plutôt se stabilise parce que on a la vente de NFT d'occasion qui elle se porte bien, avec le prix moyen des NFT qui ont augmenté de 80%. Le temps moyen passé en possession d'un NFT avant de le revendre est également en augmentation, ce qui pour moi est pas forcément un aveu de dynamisme très 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 fort. Et moi de mon côté, j'ai presque même plutôt l'impression que au global, il y a eu effectivement une grosse hype, il y a eu cette envie de pas passer à côté de quelque chose qu'on mesure pas bien, mais on se dit il vaut mieux être dans le train parmi les premiers pour en profiter. Et aujourd'hui, peut-être on se rend compte de plus en plus à quel point
Bah, c'est complètement décorrélé de beaucoup d'usages. On l'a relayé dans plein d'épisodes de Tech Café, forcément de manière très partisane. Mais quand même, moi, j'ai du mal à aller jusqu'au bout de l'analyse en disant non, faut pas prendre ça pour un désintérêt, il faut prendre ça comme une forme de stabilisation. Je sais pas si toi, à titre perso, Manu, est-ce que t'as envie de te mouiller sur ton sentiment sur le NFT et sur l'intérêt que représente la vente de NFT aujourd'hui? On en a déjà parlé. Tu sais que moi je suis très très partagé sur sur l'histoire des NFT. Après, pour ce qui est d'un point de vue totalement décorrélé de ce que je pense des NFT sur le marché en lui-même, je pense que c'est une respiration et que comme beaucoup de marchés en fait, le marché des NFT respire. On l'a vu avec le Bitcoin, 2013, 2017, 2019, 2020. Pour les gros bull run, mais il y a eu pas mal de périodes de ce qu'on appelle le bear market, qui est des moments où on a l'impression un peu que la bulle éclate et où beaucoup de monde ont dit d'ailleurs sur Bitcoin que la bulle avait éclaté et que ça y est, c'est fini, tout ça. Et en fait, ça revient avec de nouveaux usages, c'est-à-dire que effectivement le Bitcoin, quand ça a explosé, enfin c'est monté, puis après en fait les gens se sont dit attends, mais en fait peut-être que c'est une bulle, peut-être que ça va exploser, peut-être qu'il n'y a pas d'usage, peut-être que c'est un problème, comme aujourd'hui peut-être avec les NFT. Je sais pas exactement quel est l'état des personnes dans le marché actuellement, parce que je ne les suis pas assez. Et donc ça a explosé, la bulle a explosé, c'est redescendu, puis c'est remonté petit à petit, ça a vivoté avec ceux qui étaient toujours croyants de ce marché et des possibilités que pouvait offrir Bitcoin, comme c'est le cas encore aujourd'hui avec les 19 000 personnes par jour qui échangent quand même des singes qui morvent sur Internet. C'est assez impressionnant. Versus des millions de dollars. Et en fait, je pense que ce qui va vraiment changer les choses, ça va être les usages. On l'a vu avec le Bitcoin, avec la finance décentralisée, avec la possibilité d'avoir vraiment, pour simplifier, ton livret A sur la blockchain, pour pouvoir faire avoir des nouveaux actifs financiers via la blockchain. Et ça a relancé en 2019-2020 vraiment l'intérêt sur le Bitcoin. Et à chaque fois, il y a des nouveaux éléments. Les NFT ont été un des éléments qui ont fait aussi prendre de la valeur aux crypto-monnaies, puisque c'est sur la blockchain et ça a besoin de tokens, de tokens qui viennent gérer tout ça, des tokens de gouvernance, etc. Et je pense que justement avec les NFT, on va avoir peut-être ces regains d'intérêt, pas forcément avec les singes Bored Yacht, pardon, ou ce genre de collections qui sont déjà très populaires et je sais pas où ça va aller, mais sur de nouveaux usages, je pense notamment aux jeux, tout ce qui est earn to play, il y en a déjà, play to earn, pardon. Il y en a déjà quelques-uns, mais je suis pas le mieux passé pour en discuter. J'ai jamais essayé, pour être tout à fait honnête. Il faudrait qu'on se fasse violence, moi non plus, tu sais. On est trop souvent amené à parler de choses qu'on maîtrise pas. On devrait se faire du mal et se forcer, tu vois, à jouer. Mais je trouve ça passionnant en plus. Mais c'est vrai que ça me paraît un peu aberrant dans certaines conditions, le fait juste que en fait s'il y a des gens qui gagnent de l'argent, ça veut surtout dire qu'il y en a qui en perdent, et ça voilà, pour moi c'est un problème. Mais bref, et je pense que justement avec les usages qui peuvent arriver, et notamment le fait que Instagram a annoncé récemment qui permettait l'intégration de NFT. C'est tout récent, hein. Effectivement, on va pouvoir afficher des NFT sur son profil Instagram. Il y aura la petite mention qui va bien en bas à gauche pour qu'on voit bien que techniquement c'est l'intégration d'un NFT et pas une image qui représente un NFT. Mais et pour moi, le fait que un réseau social aussi utilisé, aussi populaire auprès d'une frange de personnes
très variés et surtout les jeunes qui sont ceux qui dans quelques années peut-être seront intéressés par tout ça et vont faire vivre le Web 3.0 et les NFT. Je pense que c'est un signe que faut pas enterrer les NFT trop tôt. Faut pas dire qu'aujourd'hui c'est mort parce qu'il y a quand même beaucoup de signes qui montrent que c'est loin d'être mort. Et après derrière il faudra voir si justement ces usages, si Facebook, si Google vont réussir à trouver de nouveaux usages ou alors des nouvelles sociétés qui vont justement exploser et venir se hisser à hauteur des GAFAM peut-être dans les prochaines années justement en capitalisant sur les NFT. Mmh. Non, c'est sûr. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les NFT, c'est tout jeune maintenant, c'est tout récent. On les a vus arriver auprès du grand public de manière très massive. On en a beaucoup parlé depuis moins d'un an, on va dire. Ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui va se passer d'ici 2-3 ans, parce que si jamais il n'y a pas d'usage plus convaincant d'ici les 2-3 ans à venir, bon, peut-être que là, pour le coup, ça va continuer à doucement ralentir au point que ça va disparaître. Mais la technologie existe en tout cas, et je suis sûr que l'être humain va être suffisamment créatif pour mettre en application ces nouvelles fonctionnalités pour des usages pratiques. Créatif et cupide. Oh, forcément cupide, peut-être créatif, effectivement. On va juste une petite mention là encore sur OpenSea. Alors c'est un peu un comble quelque part, mais c'est sur le serveur Discord officiel de OpenSea, qui est la plateforme phare, on va dire, d'échange de NFT. Où ils se sont fait, il y a eu une attaque par phishing. En fait, il y a des bots qui ont pris la parole sur le serveur Discord, qui ont mené des attaques par phishing pour récupérer les identifiants d'utilisateurs du serveur de Discord, donc forcément des détenteurs hautement probables de NFT sur OpenSea, et qui du coup se sont fait avoir. Il y a eu des vols. Alors c'est pas très cher, on est habitué dans ce type d'informations à des montants qui sont pharaoniques. Là, on est sur $18 000 de NFT, donc tu vois, bon, c'est pas grand chose, mais pour autant ça montre à quel point même quand on est OpenSea et qu'on a un serveur Discord, c'est compliqué d'arriver à être 100% rassurant, à être 100% fiable, à être 100% sécurisé. Oui, il y a forcément des failles qui sont inhérentes à Discord, mais ça en dit quand même long sur le fait que ce sujet attire beaucoup de convoitises, et aussi à quel point n'importe qui peut vite se faire avoir, parce que je pense qu'il y a quand même dans l'échelle d'éclairage des utilisateurs et des sachants dans le domaine du NFT, les utilisateurs de Discord d'OpenSea sont probablement, j'imagine, en moyenne les mieux avertis. Mais bon, certains se sont fait avoir. Donc faites attention en tout cas. Et comme disait mon père, il vaut mieux passer à côté d'une bonne occasion que de se faire avoir. Je pense que c'est le cas aussi pour les NFT. Je ne sais pas si les personnes qui vont sur le Discord d'OpenSea justement sont les plus sachants. C'est intéressant. C'est vrai que je partais de ce principe, mais j'ai traîné sur quelques Discords de crypto-monnaie à un moment pour me renseigner, pour apprendre un petit peu tout ça, parce que je trouve la technologie vraiment intéressante. Et donc forcément à côté de toute la partie technologique, il y avait toute la partie financière également que j'ai pu voir et lurker, comme on dit dans le milieu. Et en fait, j'ai vu des gens qui étaient ultra crédules, qui étaient prêts à sauter sur n'importe quoi, juste dans l'espoir de faire quelques milliers, ou alors même carrément $1 million en décotant la bonne affaire. Et je pense que justement, il y a un engouement qui est énorme autour de ces trucs-là, et que comme le marché est encore très très jeune, il y en a beaucoup qui se font avoir très facilement. Ouais, et puis je pense que ça succède aussi à quelques années où on nous a bien installé les crypto-monnaies, le fait que les crypto-monnaies pouvaient prendre énormément d'argent. On a tous dans notre entourage, j'imagine, des témoignages de personnes qui disent avoir acheté quelques centaines d'une crypto-monnaie et qui ont vu dans les mois qui ont suivi derrière, parce qu'elle avait été mise en avant par Elon Musk, exploser. Et donc il y a cette envie, je pense, de faire partie du prochain gros coup. Bon. Quelque part, je trouve ça triste, mais oui, c'est compréhensible. Ouais, t'as raison. Peut-être que les utilisateurs de Discord d'OpenSea sont pas majoritairement tous mieux éclairés. Écoute, faites attention. Peut-être même justement ceux qui sont à la recherche de bonnes affaires. Probablement, oui, probablement. T'as raison. C'est vrai que c'est un élément à garder à l'esprit. En tout cas, vous qui écoutez Tech Café, s'il vous plaît, faites attention. Et peut-être ça vaut le coup de passer à côté d'une belle opportunité, mais pas vous faire avoir. Bon, là, c'est pas des
Bon, c'est des vols de NFT, c'est encore différent. Alors que sur le Discord de Tech Café, au moins... Alors, merci de le dire, Manu, effectivement. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un serveur Discord dans les notes de l'épisode qui est accessible en un clic. On sera ravis de vous y retrouver. C'est une petite communauté assez cool. On parle de plein de choses. Il y a même maintenant un channel pour partager les résultats de Sutom. Je sais que ça continue à avoir un engouement auprès de bon nombre d'entre vous. On va juste aussi mentionner un autre truc qui est assez déroutant, là aussi dans le domaine de la blockchain. On va pouvoir parler de ce qui s'est passé autour de la blockchain Juno. Je le prononce d'ailleurs peut-être très mal, hein. Ne m'en voulez pas si ça se prononce Juno ou Juno. Bon, c'est Juno. C'est une blockchain, une crypto-monnaie. Quelque part concurrente de Ethereum, de Bitcoin, de ce que vous connaissez, qui avait un problème. C'est que parmi les utilisateurs de cette blockchain, il y avait ce qui s'appelle une baleine, une whale, et en gros, c'est un utilisateur qui détient un nombre trop important de jetons de la blockchain au point que potentiellement il peut avoir à lui tout seul une force d'influence qui est assez contraire avec le fonctionnement premier des crypto-monnaies. C'est, pour info, Juno est une crypto-monnaie qui est proof of stake, donc c'est pas une proof of work comme les Bitcoin ou comme les aujourd'hui Ethereum, c'est-à-dire qu'elle engage le travail de votre machine, mais c'est plutôt une preuve d'enjeu, donc c'est lié à votre possession, à vos participations actuelles sur la blockchain. Et en tout cas, il y avait un très très gros détenteur de jetons de cette blockchain et il y a eu un vote qui a eu lieu. Donc c'est assez intéressant aussi de voir cette mécanique qu'il y a autour des votes de décision autour d'une blockchain. Donc le vote visait à déterminer s'il fallait ou pas réquisitionner quelque part les jetons de cet utilisateur qui est un japonais. Et donc ils ont fait quelque part un référendum de cette crypto-monnaie. Et ils ont voté pour oui, il faut faire en sorte que ce ne soit pas lui qui détienne autant de jetons. Alors qu'est-ce qui se passe quand une crypto-monnaie, quand une blockchain plutôt a ce type de situation? Forcément, on peut pas. La nature décentralisée même de la technologie fait qu'on peut pas forcément intervenir comme ça facilement pour retirer des jetons à quelqu'un. Quelque part, c'est presque là-dessus rassurant. En revanche, ils ont fait une sous-version de la blockchain. Donc c'est une actualisation de la blockchain. Les développeurs ont dû proposer une nouvelle version de Juno qui, dans le cadre de cette évolution, qui est quelque chose de majeur, qui est quelque chose d'assez complexe, risqué, qui peut avoir plein de répercussions problématiques, mais en tout cas, ils ont fait ce changement. Problème, dans le cadre des différents changements de cette nouvelle version, il y avait évidemment le retrait de ces jetons de cette personne pour un autre portefeuille, mais problème, ils se sont gourés, les développeurs, et ils ont utilisé non pas l'adresse du portefeuille vers lequel ils voulaient envoyer les crypto-monnaies, mais quelque part la signature, donc le hash lié à ce portefeuille. Et donc ils ont tout simplement, purement et simplement, détruit la possession de ces jetons. Donc c'est juste pour dire qu'ils ont fait une mise à jour de la blockchain Juno et qui, au lieu de réattribuer les jetons à un autre portefeuille, ils ont tout simplement attribué les jetons à un portefeuille qui n'existe pas et ils sont aujourd'hui coincés, ce qui pose aussi énormément de problèmes. Donc ils vont être amenés à les récupérer au travers mais d'une nouvelle mise à jour. Donc comprenez bien que c'est les mises à jour, c'est pas les mises à jour de vos applications mobiles ou les mises à jour d'un jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est hyper structurant et qui quelque part c'est comme si vous faites un reset de votre disque dur, vous le formatez, vous réinstallez quelque chose dessus, là vous réinstallez votre ancienne sauvegarde, mais c'est quelque chose d'assez massif et c'est pas quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Et donc ça en dit juste là aussi long de voir d'une part les limites que peut avoir un fonctionnement d'une blockchain sur sa nature décentralisée, parce que il peut y avoir ce type de limite qui intervient, et à quel point c'est compliqué aussi de résoudre ce type de problème, et à quel point j'imagine il faut faire vachement gaffe. Un truc qui est hyper important là-dedans, c'est que toute modification et toute transaction, donc la transaction de transfert des crypto-monnaies qui étaient détenues par la baleine, sont, comme toutes les transactions, font l'objet d'une vérification. Et là, en l'occurrence, la transaction a fait l'objet de 125 utilisateurs de la blockchain, 125 comptes qui sont partie prenante sur Juno et qui n'ont aucun n'en a vu le problème qui pouvait arriver. Tu sais, c'est le genre de cas, Manu, je suis sûr que tu as vu ça, toi, au boulot, on le voit dans la com, mais tu sais, t'as une affiche, une campagne de pub qui arrive, et t'as 15 personnes qui bossent dessus, et personne n'a vu qu'il y avait une coquille, mais absolument grossière jusqu'au moment de l'impression. Là, c'est un petit peu ce qui s'est passé.
Petit manque de vigilance. C'est vraiment une toute petite coquille. Enfin, je suppose que, les hashcodes c'est quand même, c'est quand même assez long. Donc je suppose que y a pas tous ceux qui sont passés dessus qui sont amusés à vérifier les. Non, effectivement. Je sais pas combien de caractères pour vérifier que le compte était bon. Ce qui serait drôle par contre, c'est que quelqu'un crée un nouveau wallet. Là demain et que par hasard son wallet porte ce hashcode là et se retrouve avec ses 35 millions. Il faudrait refaire un vote pour exclure à nouveau cette baleine. On s'en sortirait pas, c'est pas possible. Mais ouais, en tout cas, c'est intéressant de suivre ce genre de situation et ce genre d'anecdotes croustillantes autour du monde merveilleux des blockchains. Et oui, ça ressemble pas mal. Hein. La signature en hash, c'est une série de chiffres grosso modo, et l'adresse d'un portefeuille, c'est une série de chiffres. Donc bon, à première vue, les mecs ont dû voir passer ça. Bon, ils se sont dit c'est pas grave. Allez, on va mettre de côté nos fraîches nouvelles du monde du Web3 pour passer autour de la punition du moment. Hein. J'ai presque envie de la considérer comme ça. C'est les infos qui tournent autour du rachat par Elon Musk de Twitter. Alors, on va pas vous refaire l'étendue des infos puisque tout a déjà été dit dans les précédents épisodes de Tech Café. Vous allez avoir toutes les infos donc dans les précédents épisodes. Mais Elon Musk a pris un petit peu la parole ces derniers jours pour donner un petit peu plus de détails sur la manière dont il voudrait générer des revenus qui sont, écoute, extrêmement ambitieux, je trouve. Il entreaperçoit le fait que Twitter pourrait gagner jusqu'à 10 milliards de revenus nets sur la base des abonnements jusqu'à 2028. Déjà, je trouve ça complètement ahurissant. Sur le fonctionnement actuel de Twitter, ça me semble complètement inconcevable. Mais bon, et en fait, il les double les revenus qui ont eu lieu l'an dernier. Bon, bah, écoute, pourquoi pas. Et après, il a des chiffres de projection autour du nombre d'utilisateurs. Donc, il voudrait passer de 217 millions d'utilisateurs tels que les derniers reports de l'an dernier ont été indiqués, à 600 millions d'utilisateurs en 2025. Non, seulement 3 ans, hein, donc 600 millions d'utilisateurs, et éventuellement 931 millions en 2028. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi précis, 931 millions en 2028 ? J'en sais rien. C'est vrai. Je suis sûr qu'il y a un code lit derrière, un truc qui veut dire quelque chose, parce qu'il fonctionne beaucoup avec ce genre de code. Mais là aussi très ambitieux. Alors quand on regarde les autres réseaux sociaux, les Instagram, etc., oui, c'est pas des chiffres qui sont complètement déconnants, mais est-ce que les usages de Twitter peuvent suffisamment changer pour qu'il y ait un tel essor au niveau des usages ? Pourquoi pas ? Il parle aussi d'un abonnement qui n'est pas un abonnement de Twitter Blue qui pourrait amener encore plus de millions d'utilisateurs en 2023, donc jusqu'à 100 millions d'utilisateurs en 2028. Bref, des plans de paiement qui montrent qu'il a dû réfléchir à son sujet, et pour cause, on vous l'a dit dans le précédent épisode, pour convaincre des personnes de vous accompagner financièrement sur ce type de dispositif, parce que non, il n'achète pas seul Twitter, eh ben il faut avoir des billes et il faut les convaincre. Mais est-ce que toi, ça paraît réaliste, Manu, ces chiffres qui ont été indiqués? Moi, je vois ça de loin et je trouve ça complètement déconnant. Mais peut-être que dans quelques années, on sera obligé de constater qu'il a réussi son pari comme d'autres paris qu'il a pu lancer et qu'il a réussi. Tu penses que c'est jouable, toi, de générer de tels revenus avec Twitter ? Alors moi, je suis pas l'homme le plus riche du monde et j'ai pas eu des entreprises à succès qui ont généré des milliards, donc j'ai pas envie de dire qu'il a tort. Ouais, mais c'est sûr. T'as raison. Mais en fait, je suis comme toi. Je pense qu'il a tort. Je pense qu'il est totalement déconnecté de la réalité et enfin, déjà, les 3 euros par mois, enfin, 3 dollars par mois pour accéder à Twitter Blue, pour pouvoir juste avoir un bouton édité sur un tweet, ça fait, enfin, moi, ça fait 11 ans, 12 ans peut-être que je suis sur Twitter. Bah, j'ai pas de bouton édité depuis tout ce temps et je vais pas payer 3 balles par mois juste pour ça, quoi. Ouais, carrément. Voilà, moi, ça me laisse un petit peu circonspect. Plus le temps passe, plus j'ai vraiment la conviction que c'est un truc dans lequel il peut plus désormais revenir en arrière. Là encore, je serais ravi de constater à l'avenir que je me suis trompé, et tant mieux, enfin, vous tant pis si je me suis trompé, c'est pas très grave dans le fond, mais je suis convaincu qu'il a lancé un certain nombre d'actions avec certaines convictions, certaines visions de ce que ça pourrait être, de ce que ça pourrait donner dans quelques années.
Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose de très très irrationnel. Alors parfois l'irrationnel permet de créer des fabuleuses choses et d'avoir des succès incroyables, mais parfois aussi on se plante. Écoute, on n'a pas de boule de cristal, on sait pas encore ce qui va se passer, mais ça sent pas forcément bon. En tout cas, lui, ce qu'il critique, c'est le modèle économique d'Apple. Il a pris la parole sur le fait que pour lui, une taxe de 30%, parce qu'il appelle ça une taxe de 30% sur l'App Store, ça devrait pas exister. C'est pas bien du tout, dit-il. Elle est 10 fois plus élevée que ce qu'elle devrait être. Donc, en tout cas, après, c'est pas le premier à dire ça. Hein. C'est pas le premier à dire ça, et Apple ne sont pas les seuls à fonctionner comme ça. Mais bon, c'est juste un peu rigolo, je trouve, quand on met les deux en parallèle, de se rendre compte qu'il veut autant générer de revenus avec un réseau social qui aujourd'hui ne déclenche pas des mouvements d'achat incroyable, et qu'en face il critique les pratiques d'Apple à ce sujet. Moi c'est surtout le nombre d'utilisateurs qu'il veut aller chercher que je trouve aberrant, parce que Twitter c'est sympa, mais on a fait un petit sondage d'ailleurs dans la rédaction, en se demandant si vous n'avez pas besoin de Twitter pour votre boulot, parce qu'on est forcément H24 sur Twitter pour toujours avoir les dernières actualités, les dernières news fraîches en provenance des sources primaires en général. Est-ce que vous garderiez votre compte Twitter? Et en fait, le nombre de personnes qui ne seraient plus sur Twitter aujourd'hui à la rédaction est plutôt grand. C'est fou ça, ouais, parce que vous êtes quand même dans un métier qui est très 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 en affinité avec Twitter quand même. Oui, mais justement, si on quittait ce métier, la plupart d'entre nous quitteraient aussi Twitter, potentiellement, possiblement, après avoir, est-ce qu'on le ferait vraiment ou pas, mais je vois à quel point moi personnellement sur les 2 dernières années j'ai vraiment réduit la voilure sur Twitter, à la fois de ce que je publie et de ce que je consomme. Je me dis que ça va être très 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 difficile d'aller chercher les 900 millions d'abonnés, d'ici 2028. Oui, et puis en plus, il y a aussi une donnée. Moi, j'ai l'impression qu'on avait pris pour acquis, vu les critiques qu'il pouvait y avoir, les commentaires qu'il pouvait y avoir autour des réseaux sociaux ces dernières années, plus le confinement, une espèce quelque part de dégoût même du fait de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Je pense que là, on parle encore de maturité là dans cet épisode, mais je suis pas en train de dire que les réseaux sociaux ne servent à rien. Il y a des choses formidables qui se passent sur les réseaux sociaux. Ça sert à plein de choses, c'est génial. Mais j'ai quand même le sentiment que ces dernières années, les gens ont envie de contrôler le temps qui passe sur Déjà, ils ont envie de contrôler le temps qui passe sur des supports numériques et encore plus sur des réseaux sociaux. Et quelque part, de capitaliser sur une telle croissance sur un réseau social aux côtés de ce qui existe aujourd'hui, ça me paraît fou. Moi, je pense que tu viens de mettre justement le doigt dessus sur à côté de ce qui existe aujourd'hui. C'est ça. Et effectivement, moi, il y a un moment où je me suis dit, ce moment où je me dis, je vais essayer de contrôler mon temps, je vais aller beaucoup moins sur Twitter, je vais être plus heureux. Sauf qu'en fait, chaque heure que je ne passe pas sur Twitter, c'est 3 heures que je passe sur TikTok. C'est incroyable. Ah oui, je me suis fait happer par TikTok. C'est fou. Et je pense d'ailleurs que Twitter, là où Twitter n'a pas sa chance dans son format actuel, c'est que c'est pas un réseau de vidéos et qu'aujourd'hui on est sur la vidéo, on est sur une génération vidéo. Donc le texte ne peut plus suffire. Et je pense que dans sa forme actuelle, Twitter peut pas aller chercher le nombre d'abonnés qu'Elon Musk prétend pouvoir aller chercher. Donc il faudra rajouter beaucoup de choses, et c'est plus qu'un abonnement à 3€ par mois. Ouais. C'est clair. Et je pense que l'idée de dire oui, mais regarde ce qu'il a réussi dans le domaine des voitures électriques, de l'aviation, etc. Oui, forcément, ça c'est vrai, mais ça veut pas forcément dire que c'est vrai pour tout. Écoute, on verra ce qu'il en est, on va pas se répéter. Au passage, c'est un petit peu plus récent, mais il s'est exprimé sur un éventuel retour, c'est d'aujourd'hui que ça date, un éventuel retour de Donald Trump. Il y a eu des échanges, c'est quand même un sujet de fond, parce que vous le savez, Elon Musk veut avant tout mettre en avant la liberté d'expression, veut installer la liberté d'expression sur Twitter. Vous savez là aussi ce qu'on en pense dans Tech Café. Et en même temps, il a eu des propos qui visent à dire, vous inquiétez pas, ça veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi. Il y a aussi des règles et des lois dans les pays. D'ailleurs, aujourd'hui, il recevait Thierry Breton et on les voit tous les deux en vidéo où, grosso modo, Elon Musk en t-shirt explique à Thierry Breton avec son costard. C'est rigolo de voir les deux au passage face à face comme ça.
ça, ils sont tous les deux dans des mondes différents. Mais bon, où il se félicite que oui, bien sûr, il a bien compris les enjeux du DSA, donc la directive européenne autour des services de type réseaux sociaux. Bon, j'ai l'impression qu'il souffle un petit peu le chaud et le froid, et en tout cas la dernière prise de parole donc d'aujourd'hui, c'est je pense que c'était une décision moralement mauvaise en gros bannir Donald Trump sur Twitter, et donc lui il se verrait bien en faveur d'un retour de Donald Trump. Alors plusieurs choses, soit il le pense et c'est tout à fait possible. Il disait d'ailleurs, au passage, bannir Trump de Twitter n'a pas mis fin à la voix de Trump. Ça a même amplifié les prises de parole. C'est pourquoi c'est moralement répréhensible et carrément stupide. Donc, vous voyez, encore une fois, il est dans sa conviction profonde de la liberté d'expression, non pas pour mettre en avant la voix de Donald Trump, mais pour dire que le simple fait qu'il ait droit au chapitre rend moins visibles les opinions qui sont portées par Trump que s'il en est banni. Bon, ça se discute. Soit il le pense vraiment, soit il avance un truc pour faire mousser le sujet, en sachant éperdument que maintenant que Donald Trump s'est plongé à corps et à cri dans Truth, je sais jamais comment on doit le prononcer, Truth, il sait très très bien que de toute façon il y a très très peu de chances que Donald Trump retourne sur Twitter, mais bon, il a pris la parole sur le sujet en tout cas. Mais il me semble, je l'ai pas sous la main donc je peux pas le confirmer, mais il me semble que Trump avait dit non si jamais on lui avait posé la question, si jamais on m'enlève justement mon ban Twitter, je reviendrai pas, même si c'est Elon Musk. Ah oui, c'est bien possible. Je l'ai pas exactement en tête, mais effectivement ça me dit quelque chose effectivement, ouais, tout à fait. Et c'est marrant parce qu'en le cherchant justement, je suis tombé sur un article qui date d'il y a 3 jours et c'est Twitter, l'ancien président Donald Trump est débouté de sa plainte visant à réintégrer le réseau social. Parce qu'effectivement, il avait porté plainte à l'époque pour la liberté d'expression, tout ça, aux États-Unis, comme quoi il peut pas être banni d'un réseau social parce que alors qu'il a rien dit de méchant. Là, il a été débouté et on lui explique si, ils font ce qu'ils veulent. Et ce qui lui a été expliqué d'ailleurs, c'est cocasse, mais c'est un truc qu'on oublie souvent quand on aborde ce type de sujet. Donc il y a le premier amendement, souvent qui est brandi comme étant un droit de raconter n'importe quoi, et il y a le juge qui positionne le fait que Twitter est une entreprise privée et que le premier amendement ne s'applique qu'aux restrictions à la parole qui sont imposées par le gouvernement et non pas à toutes les entreprises privées. Bon, effectivement, t'as raison, c'était intéressant de le relever. Il y avait aussi une action en justice qui est menée dans l'État de Floride par un fonds de pension contre Elon Musk et contre ce rachat, parce qu'en fait, ils mettent en avant le fait que Musk n'est encore une fois pas tout seul à initier ce rachat et n'est pas dans l'absolu le seul enfin, on ne peut pas compter que ses actions, là, c'est 9 et quelques %. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a son conseiller financier donc chez Morgan Stanley et le fondateur de Twitter qui est Jack Dorsey, et pour eux ce sont grosso modo des parties prenantes dans la même position et donc il faudrait les considérer comme un même bloc. Bon, c'est un sujet plus juridique que technologique, mais c'est pour dire que juste Elon Musk il s'ouvre un espèce de champ merveilleux de procès et de prise de tête. Il faut être sacrément convaincu de vouloir apporter le bien de l'humanité avec ce rachat pour vouloir affronter autant de problèmes, je trouve. Mais bon. Je suis vraiment pas sûr. Pareil, on verra à l'avenir ce que ça donnera. Mais c'est un génie. Voilà, mais c'est un génie et on le comprend pas. Et moi, je suis tout à fait prêt à l'entendre. Dernier élément d'ailleurs sur ce sujet, il y a je crois que c'est un ambassadeur chinois, ou en tout cas un représentant politique chinois qui a diffusé un tweet où il dit Elon Musk devrait retirer mon tag, le label qu'il y a sur mes tweets, parce qu'effectivement à chaque fois qu'il prend la parole, il y a un petit picto qui affiche que en gros c'est un compte qui est rattaché au gouvernement chinois, donc en gros ça montre que c'est un truc qui peut être partie prenante, et donc quand les gens veulent liker ou retweeter mes tweets, on leur rappelle que justement je suis rattaché à un média d'État, ce qui est totalement discriminatoire et n'est pas du tout compatible avec la liberté d'expression. Twitter doit changer une telle politique. Donc il dit ça, et effectivement j'avais ce retweet qui était affiché de ce message qui indiquait que oui, effectivement il y a une usine Tesla à Shanghai maintenant. Donc
Juste, pour moi, je garde en tête quand même ce petit conflit que peut représenter le fait d'avoir une influence chinoise sur Twitter et des intérêts économiques de la part de Tesla en Chine. On va pas. Je sais que tout le monde n'est pas trop partisan de ce sujet. Moi, je trouve que c'est un point qui devrait être suffisamment inquiétant. Mais bon. Je pense que Musk est assez taré pour en avoir rien à faire. C'est possible aussi. T'as raison en plus. C'est vrai que si on se met dans la place du personnage à part entière, on peut très bien se dire aussi, ouais, bah, qui se plaignent par rapport au monde usine, je m'en fous, quoi. T'as raison. Dans les plateformes, là aussi, point rapide, mais les réseaux sociaux, là c'est aux États-Unis, hein, c'est pas en Europe pour lequel on va aborder ce sujet, mais il y a eu une audition au Sénat qui va clairement vers plus de transparence sur les réseaux sociaux, en tout cas pour les plateformes de réseaux sociaux. Donc on est vraiment dans la droite lignée de certaines directives du DSA. Et d'ailleurs, il y a une personne qui a témoigné, qui est le cofondateur d'un outil qui s'appelle CrowdTangle, qui grosso modo permet de voir de quelle manière se viralise un contenu, notamment sur Facebook. Je crois que d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça a été racheté par Facebook. Et lui, il met en avant un certain nombre de visions par rapport à la transparence, justement. Et c'est intéressant de voir que eux-mêmes reconnaissent qu'il y a des choses qui se passent en Europe qui sont clairement des voies à suivre. C'est sans doute pas aussi facile pour les États-Unis de le faire que pour nous qui sommes finalement peut-être moins impliqués dans ce type d'économie. Mais voilà, ça va vers plus de transparence en tout cas sur les réseaux sociaux. Bon, on va mettre ces sujets de côté, aborder des sujets, allez, un poil plus légers quand même, parce que oui, vous l'attendiez peut-être si vous aviez un iPhone et que vous étiez joueur de Fortnite, c'est le retour de Fortnite. Alors, non, n'allez pas lancer le retour. N'allez pas lancer l'App Store en espérant pouvoir télécharger l'application et vous connecter à votre compte Fortnite. Ça passe par Xbox Cloud Gaming. Donc c'est vraiment l'entité de Cloud Gaming d'Xbox qui est quelque part différente du Game Pass, puisque là il est vraiment question de pouvoir utiliser le Xbox Cloud Gaming sans payer un seul euro comme vous le faites pour le Game Pass. Et donc vous avez maintenant dans le Xbox Cloud Gaming, le service de streaming, Fortnite qui est arrivé. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme Xbox Cloud Gaming, vous pouvez l'utiliser sur le navigateur, sur votre iPhone, que vous avez aucune application à installer, ça y est, là, dès maintenant, vous pouvez vous abonner au Xbox Cloud Gaming et puis profiter de Fortnite. La messe est dite, Manu, non ? C'est surtout, juste pour corriger un tout petit truc, vas-y. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Et c'est ça qui est très très fort, c'est que en fait... T'as une inscription gratuite, non ? C'est pas ça ? Propose de jouer à Fortnite gratuitement, justement, via le cloud gaming. Et c'est ça qui rend toute la magie, qui rend le truc vraiment magique, parce que en fait Fortnite est de retour gratuitement et pas juste à travers un abonnement différent. Ouais, je me suis très mal exprimé. Je voulais parler de l'inscription au Xbox Cloud Gaming, au service qui du coup n'est pas payant comme l'est par exemple le Game Pass. Alors il faut reconnaître quand même que dans ces différents services, et on pourrait dire la même chose sur les abonnements sur PlayStation, etc. Dans le monde du jeu vidéo, on sent qu'on parle quand même à des technophiles, hein, parce que pour monsieur et madame grand public, c'est quand même pas évident d'avoir cette différenciation. Alors pourtant, elle est évidente quand tu creuses, mais entre Xbox Cloud Gaming, le Game Pass, etc. C'est des trucs qu'il faudra arriver à clarifier ça dans le temps, je pense. Mais bon. Et pour info, d'ailleurs, depuis janvier, alors je crois que c'est encore en bêta, mais c'est disponible aussi sur GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia. D'où le retour. Oui, et c'est disponible directement depuis Safari, en fait. Non, mais c'est pour ça que cette restriction autour de l'App Store, c'est vraiment un sujet qui devient de plus en plus difficile à défendre sans prendre en compte toutes les possibilités qu'il y a autour. Bon. Et au passage, d'ailleurs... Ça va être très difficile, je pense, pour Apple et Google et Microsoft, d'ailleurs, et Sony aussi, sur PlayStation, etc., de justifier, en fait, justement, cette taxe, comme dit Elon Musk, sur Internet, de 30% sur tout ce qu'il propose, puisque à l'avenir, en fait, tout va être streamé, en fait. Donc ça marchera plus. Non, c'est sûr que le problème se pose plus quand tu es prêt à débourser de l'argent mensuellement et qu'en échange de cet argent, tu as tout ce que tu veux aussi longtemps que tu payes ton abonnement, c'est clair. Et puis d'ailleurs, au passage, un truc qui va
peut-être aussi faire, je pense, un sacré écho auprès des joueurs. C'est la clé HDMI Xbox qui, en gros, imaginez-vous, hein, c'est un petit stick, un peu comme vous avez le Fire TV. Vous achetez ça, allez, on imagine quoi ? 30 €, 30 $, j'en sais rien, dans ces prix-là en tout cas. Vous prenez votre abonnement Game Pass, vous prenez votre manette Xbox qui est connectée à votre clé, et vous avez quoi ? Vous avez du streaming de jeux vidéo, l'accès au Game Pass, l'accès à tout le catalogue Xbox sur votre télé, sans avoir une grosse console à faire tourner, sans tous les fils derrière, sans l'encombrement que ça représente. Alors oui, il faut une bonne connexion, j'imagine, mais ça pourrait arriver d'ici quelques mois. Ça a l'air d'être assez chaud, ce sujet. Ça fait un moment qu'ils en parlent. Ils en avaient parlé, je crois, la première fois en 2019, si je dis pas de bêtises. Ouais. Elle arriverait dans les 12 prochains mois. C'est un petit peu les derniers éléments d'actu qu'il y a. Et en fait, c'est vraiment la nouvelle philosophie Xbox Everywhere de Microsoft. Ils veulent que le logo Xbox soit absolument partout, et ça tombe bien parce qu'en plus comme avec la pénurie c'est difficile de trouver des consoles, en fait même sans console on peut trouver Xbox partout, et ils avaient noué un partenariat aussi avec Samsung par exemple pour être sur les télés Samsung. Je pense qu'ils vont finir par trouver des accords avec à peu près tous les constructeurs, que ce soit Google pour Android TV, que ce soit LG avec WebOS, etc. Et en fait maintenant on va pas acheter une télé sans avoir Xbox et ou un autre service, hein, puisqu'il y a aussi GeForce Now qu'on citait juste avant, ou Stadia pour Google, ou Luna pour Amazon. Donc je pense que Xbox va être un petit peu partout comme ça, et c'est pas bête en plus d'avoir effectivement une petite clé qui permet de jouer pour pas cher, même si pour moi c'était déjà un petit peu ce à quoi servait la Xbox Series S, dans une certaine manière, ou même les One X, One S d'antan, qui maintenant peuvent faire tourner aussi les jeux en streaming en qualité Xbox Series X. Ouais, effectivement. Bon, même si les Xbox Series S, ça permet quand même de télécharger le jeu, de jouer en local, etc. Mais oui, c'est un peu voilà, c'est pour avoir en plus le côté vraiment t'as une console et tu peux faire plus que juste jouer en streaming le jour où ta connexion pète. Et moi personnellement qui n'ai pas de fibre depuis 4 mois, je serais bien content. Voilà. J'imagine. D'ailleurs, j'entreaperçois bien un avenir. Tiens, j'ai envie de risquer, tu sais, parfois j'aime bien lancer des petits paris. J'imagine que dans quelques années, les télés qui seront commercialisées, le bouton Netflix sera remplacé par le bouton Xbox. Ah, vous l'aurez entendu en premier dans Tag Café, j'en suis sûr. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et au passage, je vous mets le lien vers le test et la prise en main de l'Amiga 500 Mini. Oups, non, pardon, faut pas l'appeler l'Amiga 500 Mini, il faut l'appeler l'A500 Mini, qui est une machine qui vous permet d'émuler des jeux de l'Amiga 500. Donc si vous êtes nostalgique, si vous voulez une intégration un peu clé en main, un peu facile, vous pouvez même jouer à des ROM de Amiga avec les connectiques USB. Il y a plein de connectiques. Allez jeter un coup d'œil, la machine est mignonne. Elle intéressera pas tout le monde. Est-ce qu'on peut y jouer si on n'a pas joué au 499 premiers ? Mais c'est une bonne question. Ça en ferait quand même des différentes versions. Elle est toute chouchou, le tout petit clavier miniature qui est pas utilisable mais qui est très mignon. Ouais, on l'a reçu à la rédac d'ailleurs. Mélinda. Vous êtes en train de la tester ? Mélinda là, ouais, elle l'a testé. Je sais pas quand est-ce que sort le test parce que là en plus on a quand même pas mal de trucs à faire entre temps. Bon après moi je suis pas un grand fan de toutes ces consoles revisitées. Ben à la base moi non plus, mais je vais te dire un truc. Il y a une cible, tiens vous pourrez le garder à l'esprit dans le cadre de vos tests. Il y a une cible qui est probablement géniale là-dessus. C'est comme moi les papas d'enfants style d'une dizaine d'années. Le profil c'est quoi ? C'est j'ai envie que mon fils à qui je fais jouer à des jeux vidéo sache un petit peu ce que c'était que les bons vieux jeux phares de quand j'étais très jeune ou même d'avant moi, mais pour autant j'ai pas, tu vois, forcément du temps à installer des Raspberry, des émulateurs, à me prendre la tête à récupérer des ROM, etc. Franchement, si ton truc il est clé en main, que tu le branches sur la télé et que ça te fait un petit événement qui te permet de rassembler avec ton fils, avec tes enfants, ton fils, ta fille, tes proches, et puis de plonger un petit peu dans un aspect historique du jeu vidéo, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment un argument cool. Pourquoi pas ?
Allez, quelques petites news en vrac, très très rapides. Juste, on parlait de la distribution des applications par Apple, de cette taxe des 30% du sideloading. Il y a Altstore, que moi j'ai découvert dans le cadre de cette veille, je ne connaissais pas du tout, qui est alors c'est pas aussi intuitif que simplement rajouter des applications tierces que vous téléchargez facilement sur un App Store alternatif comme Cydia, mais grosso modo c'est une espèce de magasin alternatif quand même, qui vous permet d'installer des apps sans avoir à jailbreaker votre iPhone. Bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas si simple, hein, ça demande pas mal de petites manips et il y a des limitations, mais quand même l'exercice est possible. Et ce qui est assez marrant, c'est que, donc, bon, eux, déjà, ça fonctionne, mais derrière, ils ont pris la parole sur l'obligation qui est amenée de sideloading par les autorités de régulation, là encore, les initiatives de régulation européenne dont on a déjà parlé. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils prennent la parole contre ces législations. Alors je ne sais pas si c'est des libertaires convaincus ou s'ils veulent souligner un truc qu'on n'aurait pas identifié, mais je cite, il y a beaucoup de risques dans le sideloading, donc ils reprennent carrément les arguments d'Apple, hein. Et il en va de notre responsabilité de faire tout notre possible pour empêcher les gens de se planter accidentellement. En fait, nous n'aimons pas ces législations, nous pensons vraiment qu'elles voient trop large et qu'elles ont de sérieuses ramifications pour la confidentialité. Alors je t'avoue Manu, j'ai du mal, là encore mon cœur balance entre deux hypothèses. Soit il a encore une fois des visions et des convictions que je ne maîtrise pas bien, soit comme par hasard il serait contre le sideloading qui passerait pas par des trucs comme par exemple Altstore. Tu vois, il voudrait pas que n'importe qui puisse installer une application, mais plutôt que les gens passent par des tiers de confiance, même si c'est pas le tiers officiel de l'iPhone. Il y a moyen effectivement qui se positionne justement pour dire coucou, en fait nous on est la solution, le juste milieu. Bah ouais. Voilà, c'est de bonne guerre, cela dit. Mais en fait, effectivement, moi je connaissais pas non plus. J'ai découvert en lisant le conducteur. Mais ce que je comprends pas, c'est du coup si on installe Altstore, enfin. On sideload Altstore déjà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je passe, si j'ai bien compris, hein, et vraiment j'ai pas fait les tests, mais grosso modo, ça nécessite quand même presque de t'installer toi-même une espèce de serveur, je crois, de ton côté, et donc de distribuer tes apps. Donc c'est très bizarre. Mais quelque part, le sideloading, oui, bah il est amené via effectivement ce service de son côté. Mais j'ai l'impression qu'ils sont contre le sideloading qui n'est pas concentré par Altstore, tu vois. c'est ça qui les embête, je pense. Bah, si vous avez fait des tests, je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui aiment bien tester ou qui ont déjà testé ces services-là. N'hésitez pas à nous le dire. Rapidement aussi, hein, il faut absolument qu'on vous parle de Humanity 2.0. C'est une fondation qui est chapeautée par le Vatican qui vous propose, et ça vous fera sourire si vous avez suivi l'épisode depuis le début, mais un avenir radieux autour du métavers et de la réalité virtuelle, un musée dans lequel vous pourrez vous promener avec beaucoup d'appareils de casques de réalité virtuelle pour ne mettre personne sur la touche, pour profiter d'une galerie de NFT et notamment de toutes les œuvres d'art qui peuvent être possédées par le Vatican. Alors je n'arrive toujours pas à comprendre en quoi la notion de NFT est indispensable dans cette proposition, mais voilà, je trouvais ça rigolo et je voulais juste qu'on le mentionne. Je pense que c'est comme beaucoup de personnes qui se lancent là-dedans, qui se disent « Hey, ce serait intéressant de faire un truc en VR et qui... » Le marketing du Vatican. Et du coup, on leur a dit « Bah oui, mais si vous faites du métavers, dans ce cas-là, il faut des NFT. » Et ils ont mis des NFT. Ok, bah on y va alors, NFT, alors ça marche. Alors qu'effectivement, visiter le Vatican ou un musée virtuel des œuvres du Vatican en VR, ce serait cool. Mais ce serait super cool, mais je vois pas l'intérêt du NFT dans l'histoire. Mais bon, écoute, on verra Humanity 2.0. Et puis dernier point, quand même, parce que ça fait partie des sujets un petit peu phares que j'ai pas forcément très mis en avant dans cet épisode. Mais il y a du nouveau du côté de l'initiative FIDO, ou en tout cas du travail collectif, et c'est suffisamment rare pour qu'on puisse souligner ce type d'initiative, en plus en dehors d'une lutte contre un Covid. Mais Apple, Google et Microsoft bossent de concert, vous le savez, hein, ils font partie de FIDO, une espèce d'entité cross-entreprise pour bosser sur la sécurité, et notamment la sécurité sans mot de passe.
Et il y a eu des petites nouveautés que je trouvais finalement assez cool. Ils sont en train de mettre en place un schéma qui se base sur le Bluetooth. Alors tu te dis spontanément, wow, le Bluetooth c'est pas forcément le truc qui est réputé pour sa plus grande sécurité et sa plus grande fiabilité. En fait, l'idée c'est simplement de capitaliser depuis un appareil sur lequel tu veux t'identifier et à l'appui d'un appareil sur lequel tu es déjà identifié par une connexion Bluetooth juste pour vérifier la proximité entre les deux appareils, parce que ça c'est quelque chose d'assez fiable. D'ailleurs, c'était une des composantes qui était utilisée dans les applications de contact tracing justement pour lutter contre le Covid, c'est qu'ils s'appuyaient sur les technos Bluetooth qui étaient installés sur les appareils pour la proximité. Et ça ne dépend pas de la sécurité du protocole Bluetooth en tant que tel. C'est juste, ça vérifie la proximité de l'appareil qui te sert quelque part d'authentification sur un nouvel appareil. Et en fait, je trouve ça juste super malin, super cool d'arriver à mixer ces technologies-là. Et je sais pas toi, Manu, mais de toute façon, toutes les initiatives qui iront dans le sens de ne plus avoir à se souvenir de mots de passe inintelligibles ou même d'avoir à se prendre la tête, parce que même si c'est quand même simplifié, ça reste quand même un sacré bazar de gérer ces mots de passe avec un gestionnaire de mots de passe. Franchement, vivement l'avenir, non ? Ouais, mais c'est pas la première fois que... j'ai l'impression que ça fait 5, 10 ans, non peut-être pas 10 ans, mais au moins 5 ans qu'on nous dit que les mots de passe c'est terminé et qu'on a enfin trouvé la solution. Ils mentent. Même, en fait, si, 10 ans, parce qu'avec le capteur d'empreinte Touch ID de l'iPhone, déjà, Oui. en fait, c'était une des promesses. Et c'est vrai que, en fait, sur mon téléphone, ça m'arrive très très rarement aujourd'hui de rentrer des mots de passe. Pas faux. Parce qu'il y a du biométrique un peu partout et que en plus j'ai un gestionnaire de mots de passe. Donc en fait, quand il me demande un mot de passe, j'ai juste à poser mon empreinte et ça va rentrer mon mot de passe automatiquement dans la plupart des applications. Et c'est vrai que aujourd'hui sur PC on l'a pas ça, parce que sur les PC, ne serait-ce que sur les PC fixes, il y a pas autant de biométrie, donc c'est un peu plus difficile à mettre en place. Et de l'avoir sur un appareil déporté, notamment le smartphone qu'on a tous et toutes maintenant dans nos poches, c'est une bonne idée. Maintenant, je suppose qu'ils savent ce qu'ils font, et qu'ils y ont pensé avant moi, mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens de justement falsifier une présence Bluetooth par un autre appareil L'aspect sécurité du Bluetooth, elle est vachement discutable et il faudrait qu'on rentre dedans en se retroussant les manches pour bien l'analyser. Mais vraiment, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air d'être quand même un élément fiable pour vérifier l'existence d'un autre matériel à proximité. Donc, usurper ça, a priori, c'est pas si simple. Mais bon, je suis sûr que Guillaume Poggiaspala, qui aura peut-être écouté cet épisode, aura envie de me corriger dans mes propos et de me compléter. Et auquel cas, vous serez ravis d'entendre ces précisions. Tiens, un dernier élément, parce qu'on a parlé du Pixie de Snap dans le dernier épisode. Les livraisons s'avèrent a priori hyper compliquées, notamment d'après Evan Spiegel, parce que juste ils en ont pas fait assez et que les délais de livraison sont ahurissants. Ils sont de 15 à 16 semaines. Donc n'y voyez pas forcément un engouement de dingue. Peut-être juste qu'ils ont été extrêmement prudents. Il faut se rappeler que les premières versions de leurs lunettes connectées, les Spectacles, avaient été assez catastrophiques et qu'il en aurait été resté des stocks et des stocks et des stocks. Je crois que d'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'époque, ils avaient mis en place des espèces de distributeurs automatiques de ces lunettes un peu partout dans certaines villes qui distribuaient les produits. Bon, je me rappelle plus des détails. C'était assez ubuesque. Mais en tout cas, je pense qu'ils sont encore un petit peu traumatisés de ça et qu'ils n'ont pas voulu créer trop de stocks d'avance. Sauf qu'a priori, il y a eu beaucoup d'intérêt autour de ce produit et que les stocks suivent pas du tout. Je sais pas si c'est un truc qui... Il faut pas oublier que c'est aussi qu'on est toujours dans une pénurie de composants. Ça doit pas aider. Enfin oui, effectivement, ça doit pas aider. Mais ce qu'il disait, c'était juste, honnêtement, on n'en a pas prévu assez, quoi. Honnêtement, avec le recul, nous aurions probablement dû en faire plus. Donc bon, après, tu me diras, effectivement, il peut y avoir un souci de pénurie et de chaîne d'approvisionnement. Mais bon. T'es hypé, toi, par ce petit self-drone? On n'ose pas l'appeler drone, c'est un appareil à selfie, comme ça. Alors, non, pas du tout. Moi, ce genre de petit truc, ça m'intéresse pas. Par contre, je me permets de hijack un petit peu ton conducteur, parce que dans le genre, aujourd'hui, il y a une annonce qui a été faite, dans le genre, je sais pas tout à fait dans le genre, mais il y a DJI qui a annoncé son nouveau drone.
Oh oui, avec le Mini, c'est ça? Tu veux nous en toucher un mot? Ouais, au contraire. Le Mini 3 Pro qui vient d'être annoncé aujourd'hui. Et c'est assez impressionnant parce qu'en fait, déjà, c'était il y a un an. Oui, ça, il y a un an, quasiment jour pour jour, c'était en avril 2021. DJI avait lancé le R2S. Quand il est sorti, on s'est dit waouh, mais en fait ils ont pris un Mavic 2 Pro et ils l'ont miniaturisé pour avoir dans un drone plus petit, un peu moins professionnel. Et déjà l'année dernière c'était vraiment très cool. Et là en fait ils ont pris le DJI R2S et ils l'ont miniaturisé dans un Mini 3 Pro. Alors, pas tout à fait, hein, parce que le capteur est un petit peu plus petit, c'est 1 sur 1,3 pouces au lieu d'un pouce. Il filme qu'en 4K alors que le R2S monte en 5,4K. Donc il y a des petits détails comme ça qui sont différents. Mais ce qu'on peut voir, c'est que en fait, déjà par rapport au Mini, enfin au Mini 2, donc à la gamme Mini, c'est incroyable parce que le capteur a vraiment augmenté, la taille des photosites a vraiment augmenté. Donc ça promet des belles performances en faible luminosité. Il a aussi une meilleure autonomie. Alors pas énormément, hein, ça se compte en minutes, mais quand on sait qu'un drone ça peut voler pendant à peu près une demi-heure, c'est cool d'avoir 3, 4, 5 minutes de plus. Carrément. Et il y a énormément d'améliorations qui ont été faites au niveau de la nacelle pour donner justement beaucoup plus de mobilité à la caméra, et notamment le fait de pouvoir tilter la caméra à 90 degrés pour pouvoir faire des shots à la verticale. Et là, on voit aussi toute l'influence que peuvent avoir des réseaux sociaux comme Instagram, comme TikTok, où de plus en plus on fait des vidéos à la verticale, alors qu'il y a quelques années, on nous criait dessus de surtout pas faire des vidéos à la verticale. Ceux qui faisaient ça se faisaient taper sur les doigts et ils se faisaient tomber dessus. Et là, aujourd'hui, on a des appareils qui portent la mention Pro. Je rappelle que c'est le DJI Mini 3 Pro et qui permettent de faire des vidéos en mode portrait. Donc c'est plutôt cool. Et vraiment, l'appareil est vraiment super impressionnant pour un poids de moins de 249 grammes, ce qui lui permet en fait d'être utilisé par tout le monde et sans les restrictions qu'il y a avec tous les drones et qui peuvent poser problème, les problèmes de géolocalisation, les problèmes de survoler des personnes, d'accord, etc. Ok. Et donc ça permet d'être beaucoup plus accessible. Attends, c'est un point hyper important parce que j'allais enchaîner sur le fait, oui, alors ils appellent ça pro, mais de toute façon en 2022, est-ce qu'il y a autre chose qu'un pro en France qui peut vraiment utiliser un drone pour de la prise de vue, vu toutes les restrictions qu'il y a, etc. Juste, c'est quoi aujourd'hui les restrictions qu'il y a et auxquelles ne sont pas soumises cette nouvelle version du DJI Mini? C'est en gros, tu peux l'utiliser n'importe où sans limite? Ça me paraît dingue. Alors, non, je crois pas que tu puisses l'utiliser n'importe où sans limite. Je me suis emballé. J'étais chaud. Parce que sinon, on pourrait on en verrait un petit peu partout, parce que le Mini 2, ne serait-ce que ça, c'est dangereux. Mais t'as pas les problèmes de géovigilance intégrés. Ok. Donc je pense que techniquement, si tu le fais, en fait, tous les autres sont bloqués nativement. Alors que celui-là, je suis pas sûr, mais il faudrait que je vérifie. Ok, on éclaircira éventuellement si besoin ce sujet, mais c'est cool de voir que ça avance. Effectivement, c'est pas forcément la mode de fou des drones qu'on avait il y a de ça quelques années qui touchait tout le monde, mais il y a évidemment beaucoup de professionnels qui l'utilisent et peut-être même de plus en plus, et tant mieux si ça continue à évoluer de cette manière. Merci beaucoup Manu. Bon, je me suis fait encore avoir par la malédiction qui vise à dire un petit épisode cool comme ça où malheureusement je déborde à chaque fois. Donc déjà merci beaucoup pour ta patience, merci de m'avoir accompagné sur la totalité de cet épisode. Et il va être grand temps tout simplement de rappeler aux gens qui nous écoutent où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel, Manu. Et déjà merci à toi pour l'invitation, et puis moi on peut me retrouver sur Frandroid, à la fois le site web frandroid.com, mais aussi la chaîne Twitch Frandroid Live et la chaîne YouTube Frandroid, et sur Twitter @nobunagashi, Nobunagashi.
Merci beaucoup Manu, c'est toujours un plaisir de t'accueillir dans Tech Café. Ça aura largement, tu vois, comblé l'absence de Guillaume. Bon, j'en pouvais plus de Guillaume, hein, je peux te le dire maintenant. Je n'en pouvais plus, ça m'a fait du bien de ne pas l'avoir avec moi. Mais je serais évidemment ravi. Il faut corriger mes erreurs la prochaine fois. Oh, puis surtout les miennes. Mais je serais évidemment ravi de le retrouver dès la semaine prochaine. Pour ça, c'est simple, il suffit de vous abonner au podcast Tech Café. Comme ça, vous êtes à peu près certain de ne pas rater les épisodes. Et puis, bien entendu, si vous avez passé un bon moment, si jamais vous avez été diverti et informé, comme c'est un petit peu notre credo, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé et envisager une participation financière. C'est évidemment hyper précieux. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez dans les liens, dans les notes de l'épisode, un peu partout. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Salut tout le monde.